vous dirais-je d'autre que merci? C'est une histoire fantastique que vous venez de raconter. Fantastique. Hein, où je ne sais pas très bien où je suis. C'est tout à fait étonnant de se voir par vous. Et évidemment, j'ai infiniment de gratitude à votre égard, à l'égard de Julia Kristeva, de Madame, de toutes les personnes du prix, du jury du prix, de tous les amis qui sont là, de l'université Paris 7 à laquelle je dois beaucoup, on l'a rappelé, qui est vraiment mon université, où j'étais très heureuse de vivre, parce que c'était une université où on pouvait faire des choses, on pouvait innover, on ne rencontrait pas tellement d'obstacles. Je pense au premier président, Michel Alliot, quand on a été lui parler du cours sur l'histoire des femmes, il nous a dit bah, « allez-y, faites-le, hein, allez-y, prenez des initiatives, faites-le ». Autrement dit, il y avait là beaucoup d'élan et ça permettait véritablement. Ça a été une période très créatrice, je crois, parce qu'il y avait beaucoup de choses à côté. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire encore? 2 ou 3 choses quand même. D'abord, premièrement, que ce prix m'impressionne. Il m'impressionne bien sûr à cause de Simone de Beauvoir, bien sûr à cause de son très bel intitulé, alors là que je reprends entièrement à mon compte, pour la liberté des femmes. Pour la liberté des femmes. Il m'impressionne beaucoup par les précédentes récipiendaires. Le prix a été donné déjà 7 fois. La première fois à Taslima Nasrin, qui était frappée d'une fatwa au Bangladesh et que j'ai eu la chance de connaître par la suite. D'ailleurs, Paris 7 avait beaucoup soutenu Taslima Nasrin et l'a faite récemment, enfin, il y a 2-3 ans, docteur honoris causa de l'université. Et puis le tout dernier prix que vous avez donné à cette jeune Pakistanaise de 16 ans, pas, qui a failli être tuée par les talibans parce qu'elle se battait pour l'éducation des filles. Bon, c'est très impressionnant. Très impressionnant. Entre-temps, je nommerai simplement que l'association des femmes démocratiques tunisiennes, qui me tient particulièrement à cœur parce que je connais un certain nombre d'entre elles, et qu'aujourd'hui, en Tunisie, avec d'autres bien entendu, elles sont en train de remporter des succès. N'est-ce pas ? Vraiment, c'est très très important. Et je les salue de tout mon cœur, véritablement. Alors, bien entendu, je ne suis pas digne, comme on disait dans ma jeunesse chrétienne, je ne suis pas digne de recevoir ce prix, ça va de soi. Car je ne suis pas une héroïne, et la vie que l'on mène, la vie que j'ai menée, est à côté de tout cela extraordinairement confortable. Et par conséquent, bon, merci beaucoup, mais peut-être que vous vous trompez un petit peu de cible quand même. Bon. Enfin, voilà. Et puis, je voudrais peut-être vous dire 2 mots de Simone de Beauvoir. Non pas Simone de Beauvoir en elle-même, vous la connaissez bien plus que moi, mais de ce qu'elle a pu représenter pour les femmes de ma génération. Et là, j'évoquerai simplement un souvenir. Quand nous étions jeunes professeurs, Mona Ozouf, Nicole Ledouarin, qui est peut-être là, et moi, au lycée de jeunes filles de Caen, nous avions 2 héroïnes, Brigitte Bardot et Simone de Beauvoir. La longue chevelure de Brigitte Bardot et son extraordinaire naturelle nonchalance d'un côté, Simone de Beauvoir, bien sûr, de l'autre. Et nous parlions beaucoup d'elle, mais nous parlions d'elle comme une personne. Qu'est-ce qu'elle fait, et Sartre, et le couple qu'il constitue, et les voyages, et ses prises de position. Simone de Beauvoir a été pour nous une personne, et peut-être un exemple, encore que le mot est un peu prétentieux, avant peut-être d'être une œuvre qu'elle est évidemment très rapidement devenue. Cette œuvre, je n'ai cessé pour ma part de la lire, de la relire, avec intermittence, avec des moments où je la retrouvais, des moments où je la quittais, avec aussi des divergences. Parfois, je me suis construite contre elle aussi, ça m'est arrivé.
Mais enfin, quelle œuvre! Quelle œuvre dont j'évoquerai, en ce qui me concerne, simplement 3 aspects. Bien sûr, la théoricienne, la femme du deuxième sexe, la femme qui, très tôt, déconstruit effectivement le masculin, le féminin, le masculin, mais n'oubliez pas qu'à la fin de Tout compte fait, elle prolonge sa réflexion des femmes aux hommes, en ouvrant cette réflexion sur le sexe masculin. Donc nous lui devons beaucoup. Elle ne prononçait pas le mot de genre, c'est un mot qui n'existait, qui n'était pas employé à l'époque, mais au fond, elle l'utilisait. Et je pense que là, il y a une liberté contradictoire, avec des discussions qui ne sont pas finies, qui sont très ardentes, mais une possibilité de penser autrement le sexe, ça je pense, et la sexualité aussi bien sûr. Et c'est très important. Donc ça c'est immense et il n'est pas question d'en parler plus longtemps. Deuxième chose qui m'a beaucoup intéressée, plus personnellement, c'est les rapports de Simone de Beauvoir à l'espace et au temps. Ce sens de l'espace qu'elle a au volant de sa voiture, voilà une figure de la modernité que je n'ai pas nécessairement suivie, mais parcourant la France, l'Italie, qu'elle aimait tant, voyageuse méthodique, comme elle disait, méthodique, guide bleu à la main, infatigable, avide, ça c'est une belle figure. Mais Simone de Beauvoir était aussi une femme de la chambre, des chambres. Et quand je travaillais à mon livre sur les chambres, j'ai beaucoup relu les mémoires de Simone de Beauvoir et j'ai trouvé des quantités de chambres. On aurait pu écrire un livre sur les chambres de Simone de Beauvoir, car c'est aussi une femme qui a aimé, parce qu'elle est une écrivaine, un écrivain, l'écriture solitaire dans la chambre. Donc l'espace et puis le temps. C'est une femme qui est obsessionnelle du temps, obsessionnelle absolument. Le temps qui passe, le jamais plus, ce qui est déjà passé, les traces, ce que l'on perd, avec une espèce de, non pas nostalgie, mais mélancolie. Et c'est une des premières femmes qui a réfléchi, je crois, au problème de la vieillesse. Bien sûr, par son livre « Une mort très douce », très beau livre sur le... beau mais rude en même temps, sur la mort de sa mère, et puis son fameux livre sur la vieillesse. Et c'est une réflexion, évidemment, dans laquelle la société d'aujourd'hui, pas seulement moi, mais la société d'aujourd'hui est tout à fait plongée. Donc ça me paraît très, très important. Et puis, dernière chose, le temps passant, je n'ai cessé de revaloriser son œuvre d'autobiographe. Cette espèce de... Elle a eu la passion, au fond, de l'autobiographie, se raconter, parce que tant que les choses ne sont pas dans les mots, au fond, elles n'existent pas. Et je pense que l'histoire des femmes, ça a été un petit peu ça aussi. Les choses existent, mais si elles ne sont pas racontées, alors elles disparaissent. Et cette espèce de lutte contre le temps, elle l'a poursuivie à travers toutes ses mémoires, et en même temps, elle en faisait un témoignage sur la société de son temps. Par exemple, elle raconte, dans Tout compte fait, qu'elle s'est replongée dans la fameuse salle Richelieu qu'elle aimait tant et que nous avons tant aimée, pour voir les journaux, pour voir les mémoires. Et finalement, avec ce côté peut-être un peu laborieux de temps en temps, parce qu'il y a beaucoup de fiches aussi, beaucoup de notes, elle nous restitue, à travers sa propre vie, l'histoire d'une société... Alors d'une société qui a été bien sûr la mienne, celle de ma génération, celle de ces fameuses 30 glorieuses qui étaient à la fois pauvres mais en plein développement et en même temps terriblement conservatrices sur le plan des mœurs et des idées. Et c'est là où effectivement elle intervenait beaucoup. Alors elle a construit au fond des matériaux pour l'histoire que les historiens d'aujourd'hui et les historiens du futur pourront tout à fait utiliser. L'histoire des femmes, pour finir, au fond, ça l'a préoccupée. Et le début du deuxième sexe s'appelle Histoire. Et elle commence par, effectivement, l'histoire des femmes. Et pourtant, elle ne croyait pas tellement que les femmes avaient une histoire. Les femmes n'ont pas d'histoire, dit-elle. Cette histoire n'a jamais été faite que par les hommes.
ce qui était une manière aussi de dire la domination masculine, comme on disait à l'époque. Le féminisme n'a jamais été un mouvement autonome, écrivait-elle dans le deuxième sexe. Elle a changé d'idée plus tard, dans les années 70. Mais enfin, elle pensait d'ailleurs en termes structuralistes, puisqu'elle travaillait beaucoup avec Lévi-Strauss à l'époque. Et elle ne voyait pas tellement l'histoire des femmes. Donc, pour écrire l'histoire des femmes, il a fallu, d'une certaine manière, aussi penser différemment de Simone de Beauvoir. Et au fond, ce que nous avons voulu faire, c'est ça. Nous avons pris conscience que les femmes, en effet, avaient une histoire, mais que tant que les choses n'étaient pas dans les mots et dans les écrits, comme elle le pensait elle-même, eh bien, on ne pouvait pas le savoir et vraiment réfléchir. Voilà. Alors, si nous avons écrit l'histoire des femmes, c'est peut-être pas à cause de Simone de Beauvoir, mais c'est avec elle, parfois contre elle, et en tout cas, oui, vraiment, grâce à elle et à vous tous. Merci beaucoup. Alors, cher Michel Perrault, avant que Sylvie Lebon de Beauvoir vous remette le prix, parce qu'il faut bien qu'il y ait un petit moment solennel, je voudrais vous dire quand même que le fait que pour la première fois, cette salle soit trop petite prouve que vous avez tort. Nous ne nous sommes pas trompés. Nous ne nous sommes absolument pas trompés. Et je voudrais dire aussi que moi, je n'ai jamais rêvé sur Brigitte Bardot, mais que pour moi, Simone de Beauvoir était une héroïne, que si je n'avais pas lu Simone de Beauvoir, je ne serais pas là aujourd'hui, et que vous aussi, vous êtes une héroïne. Donc, Sylvie. Alors, cher Michel Perrault, je suis vraiment très heureuse de vous remettre le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes. Michel,